La dernière partie, pour aujourd'hui et la dernière question importante à se poser quand on fait du mapping objet relationnel, c'est toute la partie liée à la navigation entre objets. Alors ça, c'est un point extrêmement important à comprendre, qui diffère assez fortement de ce qu'on fait quand on fait du SQL natif vers une base de données et qui pose potentiellement des gros problèmes de performance. Donc je vais passer un petit peu de temps sur cette partie-là. Donc une des questions qui va se poser, c'est que, imaginons que vous faites une requête où vous allez dire: «Je veux tous les départements qui démarrent par la lettre Q», pour récupérer entre autres votre département qualité. La question qui doit se poser pour le framework, c'est est-ce qu'il doit récupérer automatiquement, c'est-à-dire charger en mémoire automatiquement les objets qui sont liés, par exemple mes employés, ou au contraire, est-ce qu'il ne faut pas les récupérer tout de suite, mais seulement quand l'application en a vraiment besoin? Faire ce qu'on va appeler du lazy loading, c'est-à-dire qu'on va faire du chargement paresseux. On va réellement aller dans la base de données que quand on en a besoin. Et si on rend ça concret? Imaginons que je fasse une requête en base de données pour récupérer une facture qui vérifie un certain critère. Cet objet facture, il est lié à la classe facture est liée à une classe ligne de facture avec une collection de lignes de facture par facture. La ligne de facture, elle est liée à des objets produits. Les produits sont liés à des objets fournisseurs qui sont liés à des objets adresses, etc., etc. La question, c'est quand je fais ma requête, est-ce que je cherche à récupérer uniquement l'objet facture? Le problème, si je fais ça, c'est que si la première action que je fais derrière dans mon code Java, c'est de dire pour cette facture, for get all in facture, et puis je travaille dessus. En fait, derrière, ce que va faire le framework, c'est qu'il va devoir faire des sous-requêtes SQL, donc se reconnecter à la base de données pour faire des sous-requêtes, pour récupérer toutes les informations des lignes de facture. Et donc, s'il fait ça, en fait, les performances seront mauvaises, puisqu'évidemment, au lieu de tout récupérer en une seule requête, il va récupérer ça en n plus une requête. C'est le fameux problème des n plus un select qu'on va avoir dans les frameworks de mapping objet relationnel. Alors on va se dire, ah bah non, ouais, c'est idiot, ça va aller lentement, je vais plutôt tout récupérer rapidement. C'est-à-dire que quand je récupère la facture, je vais aussi récupérer les objets lignes de facture. Bah oui, mais si je récupère trop d'objets, si je dis oui à tout le monde, la moindre requête va devoir créer en mémoire Java énormément de données. Et donc évidemment, ce sera aussi lent. Et donc le problème, c'est qu'on a soit un risque de créer un très grand nombre d'objets dont on n'a pas vraiment besoin, et donc on va avoir un comportement de mon application qui ralentit, soit en fait je ne vais pas récupérer assez d'informations et je vais avoir des mauvaises performances à cause du problème du n plus 1 select. Ce qui est très dur là-dessus, c'est qu'en plus c'est souvent un problème qu'on voit apparaître qu'au moment où on va passer en production ou en pré-production. Pourquoi? Parce que par exemple, si je suis dans une base de données de développement, souvent j'ai assez peu d'éléments dans ma base de données. Donc, imaginons que je récupère trop d'objets, c'est-à-dire qu'au lieu de créer que ma facture et ses lignes de facture, je crée ma facture, ses 3 lignes de facture et ses 2 fournisseurs associés. En fait, sur les machines modernes, vous verrez même pas la différence. De même, si au lieu de faire une seule requête, en fait, vous faites 5 ou 6 requêtes par derrière sans qu'elle le voie parce qu'on tombe dans le cas du n plus 1 select, en fait, vous verrez pas la différence. Par contre, le jour où vous allez passer en prod et vous faites tout d'un coup un objet lié à 10 000, 15 000 objets liés, et qu'en fait vous allez faire 15 000 une requête, là vous pouvez récupérer qu'un seul objet, ou vous allez créer 100 000 objets alors qu'en fait vous n'avez besoin que de 10, et bien là évidemment les performances s'écroulent. Et très souvent, il y a une incompréhension des gens qui font du développement sur l'utilisation des frameworks de mapping relationnel liés à ça. C'est-à-dire que très souvent, quand ils ont des mauvaises perfs, ils se disent « Ouais, c'est parce que Hibernate va pas vite ». Non, Hibernate, il fait juste ce qu'on lui dit. Et si on ne l'aide pas pour savoir comment scoper précisément les données qu'il doit aller récupérer quand on fait une requête, en fait, lui, il ne peut pas le deviner tout seul. D'où le fait que c'est un problème un peu classique sur ces objets dépendants, de savoir s'il faut précharger ou non les éléments. Donc, ce que vont faire les frameworks pour éviter de créer trop d'objets, c'est d'utiliser ce fameux chargement paresseux ou chargement à la demande. Comment marche ce chargement paresseux? Globalement, ça revient à utiliser un pattern proxy,
que vous avez vu la dernière avec Noël, c'est-à-dire que, imaginons que j'ai ma classe département qui est en lien avec un ensemble d'employés. Ce que va faire le framework pour vous discrètement, c'est qu'il va venir créer un petit proxy aux employés. Il va surcharger tous les getters et les setters des attributs qu'on avait employés. Et donc, quand on va faire une recherche où on va dire donne-moi le département qualité, il va charger le département qualité et il va créer, si ce département qualité a 3 employés, il va créer 3 instances de la classe proxy employé et la seule information qu'a cet objet proxy employé, c'est la clé primaire. Le reste, elle n'a rien fait. Donc, c'est des objets qui sont assez légers à créer, c'est transparent. Si à un moment, depuis un département, je dis au fait, donne-moi le premier employé et donne-moi son nom, et bien dans ce cas-là, dans la méthode getName, ce que va faire cette méthode getName, c'est qu'elle va venir faire la requête sur la base de données, récupérer toutes les informations de l'employé, créer l'objet employé pour appeler la méthode getName sur cet employé-là. D'où le problème de n plus 1 select, parce qu'évidemment, si je fais ça pour le premier, le deuxième, le troisième employé, je vais faire une première requête pour récupérer l'employé, puis je tombe sur le deuxième proxy, je fais une requête pour récupérer le deuxième employé, puis je tombe sur le troisième proxy et je fais une requête pour récupérer le troisième employé. Donc au lieu d'avoir tout créé directement, je vais faire 4 requêtes pour, en fait, faire le traitement qui est demandé côté code Java. Et donc c'est ça que je souhaite un maximum éviter. Donc c'est ça le principe de ce chargement paresseux qui marche bien, mais qui force le développeur à se poser la question de ce qui se passe réellement en dessous, parce que le framework va réellement créer les objets liés que si, les objets dépendants, que si le programme en a vraiment besoin. Donc si on recherche une facture avec le numéro 456, un objet F de la classe facture est créé, mais les objets correspondant aux lignes de la facture F ne sont pas créés, uniquement des objets ligne facture proxy sont créés, et si le programme contient le code f.getLineI.getQuantité, alors, dans ce cas-là, il y a une requête pour récupérer cet objet ligne de facture et pour appeler getQuantité sur cet objet ligne de facture. C'est ça le principe du chargement paresseux, et c'est souvent une des incompréhensions majeures des développeurs qui amène des problèmes de performance. Et en fait, vous allez voir que l'accès aux données, c'est souvent le nerf de la guerre pour les performances d'une application, sur une vraie application en prod. Pourquoi ? Parce qu'un serveur d'application qui a des traitements lourds, assez souvent, il est possible de distribuer, c'est-à-dire de mettre plusieurs instances du serveur d'application. Distribuer la base de données, ça pose toujours la question de faire des compromis sur la cohérence, la capacité à isoler les traitements, toutes les propriétés acides d'une base de données. Si on fait une conclusion pour aujourd'hui, ce qu'on va se poser comme question quand on va vouloir utiliser un framework de mapping organisationnel, c'est comment j'effectue cette correspondance. Cette correspondance, elle va se décider en identifiant les classes qui doivent être rendues persistantes, en identifiant leurs clés primaires, en gérant toutes les associations, en réfléchissant sur est-ce que je fais de la destruction en cascade, de la sauvegarde en cascade, etc., en gérant l'héritage si j'en ai, et en gérant toute cette problématique des objets liés si je les retrouve là-dessus. Donc ces outils-là nous permettent d'aller assez vite pour faire cette correspondance. C'est ce qui est pratique et c'est ce qu'on va voir maintenant au travers d'exemples de code et au travers d'un standard qu'on va étudier plus précisément qui est JPA. Donc